Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui je vais commencer des cours en ligne comme ça, par vidéo, pour le module de la programmation orientée objet. Donc bien sûr le module est pour les deuxième année, L2, en informatique. Donc normalement on a déjà commencé le cours. Donc le cours est composé de 3 chapitres. Le chapitre 1, c'était surtout une introduction. Le chapitre 2 a traité la partie théorique de ce module, que sont les types abstraits de données. Et le chapitre 3, c'était la programmation orientée objet que nous avons déjà commencé dans les cours qui étaient juste avant les vacances. Donc je vais directement maintenant continuer avec le chapitre 3. Donc pour le chapitre 3 de ce cours, qui est la programmation orientée objet, et comme toujours, j'aime bien toujours faire un petit rappel. Donc tout d'abord, j'ai présenté le sommaire dans le cours qui était composé de tout d'abord des principes de base. Principes de base de la POO, et c'était surtout l'objectif de la POO, ou bien les motivations de la POO, ou bien les avantages de la POO. Donc seulement pour vous rappeler, normalement nous avons déjà traité ça dans la partie chapitre 1, qui est l'introduction. Mais à titre d'exemple, pourquoi on a besoin de la programmation orientée objet? C'était surtout pour des aspects de plus de fiabilité, plus de réalisme. Ça veut dire que c'est une approche plus proche de la réalité. Bien sûr, il y a d'autres aspects peut-être que j'ai déjà mentionnés dans le cours, mais que vous allez bien sûr mieux les comprendre lorsque vous allez programmer avec la programmation orientée objet, qui sont par exemple l'aspect de réutilisation, qui sera bien sûr assuré par un mécanisme, le mécanisme d'héritage, que nous allons voir dans les relations entre les classes. Et aussi, il y a l'aspect de maintenabilité, que vous allez bien sûr bien comprendre avec l'avancement de cours, peut-être surtout lorsque vous réalisez des projets complets en troisième année ou bien dans le master. Donc c'était pour le premier élément de ce chapitre-là. Le deuxième point que nous avons déjà traité aussi dans le cours, c'était les concepts de base. Les concepts de base. Et surtout, j'ai insisté sur cette partie-là. Dans les concepts de base, normalement, on a présenté surtout des définitions qui sont les bases de la programmation orientée objet. Par exemple, la notion d'objet, qui est le mot-clé de ce cours-là. Ensuite, la notion de classe. Et donc, je pense que nous avons déjà passé par là, mais seulement j'aime bien faire un rappel, puisque c'est la première séance qui sera réalisée comme ça en vidéo. J'aime bien qu'on fait un petit rappel, bien sûr. Donc, pour l'objet, je pense que nous sommes tous d'accord maintenant que l'objet, c'est quoi? C'est une entité. Ça veut dire c'est quelque chose de réel, normalement. Lorsque je dis réel, je veux dire ici concret. Parce que c'est une entité, comme nous avons déjà défini, c'est une entité qui peut être ou bien logique, par exemple un programme, ou bien même physique, un robot, un stylo comme ça, c'est un objet. Une souris comme ça aussi, c'est un objet. Une table, c'est un objet. Tout ça, ce sont des objets. Mais surtout, comme nous avons déjà bien sûr présenté dans le cours, qu'un objet maintenant qui peut être logique ou bien qui peut être physique, il est caractérisé par quoi? Par deux choses. Il y a l'état et il y a le comportement. Le comportement. Je pense que nous avons déjà aussi parlé de l'état. C'est exactement la différence entre la notion de fonction et la notion d'objet. Donc, je pense que j'ai déjà dit que l'objet n'est pas une fonction. Le concept de fonction, vous connaissez déjà dans la programmation impérative que nous avons déjà mentionné dans l'introduction. Maintenant, un objet n'est pas une fonction. Nous avons déjà expliqué ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'objet dispose d'un état, alors que la fonction ne dispose pas d'un état. Ça veut dire quoi? Que normalement, après l'exécution de la fonction doit disparaître de la mémoire. Nous avons déjà parlé de ça. Par contre, pour l'objet, puisqu'il dispose d'un état, donc l'objet, c'est
quelque chose qui est persistant dans la mémoire. Ça veut dire une fois cet objet-là, il est créé, il va exister pour de bon dans la mémoire, bien sûr à condition qu'on n'a pas l'éliminer ou bien qu'on ne l'a pas éliminé de manière explicite. Bien sûr, on va revenir à cette idée d'élimination des objets. Elle نسميها par la suite exactement la destruction des objets. الحاجة الثانية قلنا c'est que l'objet il dispose d'un comportement. Je reviens maintenant à l'état. L'état c'est quoi? قلنا باللي c'est un ensemble de valeurs. Ce sont des valeurs qui caractérisent l'objet. Par exemple, قلنا si on prend par exemple comme un objet l'objet Ahmed, et bien l'objet Ahmed, il doit posséder des valeurs qui sont par exemple le prénom qui est Ahmed. Donc Ahmed déjà, c'est une valeur. Par exemple, l'âge qui peut être, je ne sais pas, 28. La grandeur qui peut être par exemple 2 mètres, à titre d'exemple, et ainsi de suite. Ça veut dire que pour nous, un état, c'est quoi? C'est toutes ces valeurs-là. Et donc, ça, c'est très important à retenir, dès maintenant. Pour le comportement, on l'a déjà aussi expliqué. Le comportement, c'est quoi? C'est la dynamique. La dynamique. On peut dire aussi que le comportement, c'est quoi? C'est l'exécution. Maintenant, lorsqu'on dit une exécution, ça veut dire qu'on va exécuter des actions. Ça veut dire que normalement, l'objet là, il peut exécuter des actions. Et lorsque cet objet-là, il exécute ces actions-là, ça veut dire que cet objet-là, il a un comportement qui est aussi une dynamique. Donc, un objet, c'est quoi? C'est un état plus un comportement. Si on prend par exemple le cas de Ahmed, Ahmed, c'est un objet qui a un état, qui est par exemple le prénom, l'âge et la grandeur. Et il a un comportement qui est par exemple l'exécution de certaines de ces actions qui peuvent être par exemple lire, écrire, enseigner, étudier, dormir, manger et ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que le comportement c'est l'exécution d'une suite d'actions durant la vie de cet objet-là, durant son existence bien sûr dans la mémoire ou bien dans la réalité s'il s'agit par exemple d'un objet physique comme le cas de Ahmed ou bien comme le cas d'un robot ou bien d'une table ou bien d'une souris et ainsi de suite. Ça, c'est le premier concept qui est le concept clé de la programmation orientée objet. Maintenant, pour la notion de classe, que nous avons aussi déjà examiné dans le cours, donc toujours, c'est un rappel. Hein. Donc, la classe qu'on a la fois passée, c'est quoi? La classe, c'est quoi? C'est un ensemble. C'est un ensemble d'objets. OK? Donc, c'est un ensemble d'objets. Ça veut dire quoi? Tout d'abord il faut tout d'abord connaître les objets. Avant de parler des classes, par exemple, dans le cas on a par exemple Ahmed, on a Rida, on a Mohamed, on a Issa, on a Asia, on a Dalila et ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons un ensemble d'objets comme ça. Lorsqu'on a un ensemble d'objets comme ça, on peut parler d'une classe. Ça veut dire que la classe c'est quoi? C'est cet ensemble d'objets-là. Et donc la classe c'est quoi? C'est le regroupement des objets. Avec une condition, on ne peut pas regrouper bien sûr n'importe quel objet. Donc c'est un ensemble d'objets qui partagent, qui ont des caractéristiques communes, qui partagent des caractéristiques, et bien sûr, qui partagent des actions. Ça veut dire quoi? Que tous les objets qui sont comme Ahmed doivent avoir, par exemple, un prénom, un âge, une grandeur. Ils doivent aussi avoir des actions qui sont, par exemple, les actions de Ahmed. Dormir, manger, lire, étudier, enseigner, et ainsi de suite. Et dans ce cas, la classe est un ensemble d'objets qui partagent des caractéristiques et qui partagent des actions. J'insiste uniquement sur une remarque que j'ai déjà mentionnée normalement dans le cours. C'est que lorsqu'on dit que les objets dans une classe partagent les mêmes caractéristiques, ça ne veut pas dire qu'ils partagent les mêmes valeurs. Si nous avons par exemple 2 objets de la classe personne, il est clair que ces objets-là, ils partagent les mêmes caractéristiques. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont des noms, qu'ils ont des prénoms, qu'ils ont des âges, qu'ils ont des grandeurs. Mais ils ne doivent pas avoir les mêmes valeurs. Ça, c'est clair. Même chose pour les actions. Les actions, ils ont les mêmes actions. Mais le comportement n'est pas le même nécessairement. Ça veut dire si nous avons par exemple un objet Ahmed, il peut être à un moment donné en train d'étudier. Par contre, un autre objet qui est Rida, il peut être par exemple en train de manger, en train de dormir, ainsi de suite. Ça veut dire que ça c'est très important et j'espère que c'est clair maintenant la différence. Si on revient maintenant à la notion d'objet et à la notion de classe aussi. Maintenant un objet c'est une entité. La classe c'est quoi? C'est un ensemble.
Mais le plus important, c'est quoi? C'est que l'objet, c'est une instance de la classe. Wesh ma'nat une instance, ça veut dire c'est une réalisation. Dans ce cas, ça veut dire si je prends l'objet, l'objet dans ce cas, c'est quoi? C'est une réalisation. C'est une réalisation. Wesh ma'nat tahaqquq. C'est une réalisation. Alors, c'est l'objet, c'est quoi? C'est la concrétisation. C'est la concrétisation, pardon. C'est quelque chose de concret. Wesh ma'nat l'objet, c'est quelque chose de concret. Ça veut dire que la classe n'est pas un concept concret. Mais plutôt la classe, c'est un concept abstrait. Mujarrad, mafhoum mujarrad. Ma'natou hnaya, on dit la classe personne, ça veut dire quoi? On ne peut pas toucher personne. Ce n'est pas concret. Ce n'est pas quelque chose de visible ou de touchable. On ne peut pas le toucher. Par contre, Ahmed, c'est quelqu'un qu'on peut voir, c'est quelque chose de visible, c'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est une réalisation. On dit aussi que c'est un concept qui est concret, qui est existant. Et dans ce cas, on parle aussi instance. C'est une instance. Et dans ce cas, si nous avons par exemple ici la classe, et ici l'objet, eh bien, l'objet, l'objet c'est l'instance, et la classe c'est quoi? La classe c'est quoi? C'est le moule. C'est le moule, avec lequel on réalise des instances, avec lequel on peut créer des instances. Vous voyez, on parle déjà du mot créer, ou bien on a déjà cité le mot créer. On va bien sûr revenir à cette notion de création, ou bien de créer par la suite. Dans ce cas, une classe, c'est un moule, l'objet, ce sont des instances. Si je reviens maintenant, l'objet, il a un état, et il a un comportement. Ah ouais. Ça veut dire que la classe, le comportement, on peut le rappeler, que dans la classe, on ne parle pas d'état, on ne parle pas de comportement, mais on parle attributs. On ne dit pas l'état de la classe, mais plutôt les attributs associés à la classe, attributs, et on parle de méthode ou bien des actions. Méthode. Et dans ce cas, ça veut dire une classe, c'est le moule, c'est le concept abstrait, qui a des attributs, les caractéristiques, qui a des méthodes. L'objet, c'est quoi? C'est une instance de la classe. Cet objet-là, il va avoir un état, et il va avoir bien sûr un comportement. L'état, c'est quoi? C'est l'ensemble des valeurs qu'on va associer à quoi? Aux attributs de cette classe-là. Par exemple, le cas de Ahmed, ça c'est un objet. La classe entière, c'est quoi? C'est personne. Les attributs d'une personne, c'est quoi? C'est le nom, c'est l'âge, c'est la grandeur. Ahmed, maintenant, on ne va pas dire le prénom, la grandeur et l'âge. Non, on va donner les valeurs. C'est l'état. Maintenant, si on vient toujours à la classe personne, on a des méthodes: dormir, manger, lire, marcher, se déplacer. L'objet, Ahmed, ou Rida, ou Issa, ou n'importe quel autre objet de cette classe-là, il va avoir un comportement. Ça veut dire quoi le comportement? C'est l'exécution des méthodes de sa classe. J'espère que c'est clair. Ces deux concepts-là, qui sont les concepts bien sûr clés de la programmation orientée objet. On a déjà expliqué ça, je pense. Mais comme j'ai déjà expliqué, l'objectif c'est surtout, dans cette première séance de vidéo, c'est de vous rappeler des choses que nous avons déjà examinées. Donc ça c'est les deux premiers concepts de base. Après ça, normalement, on a toujours dans ce point-là qui sont les concepts de base, normalement, on a passé à un autre point, toujours dans les concepts de base, qui est l'usage ou bien comment on fait, comment on programme dans des langages de programmation orientés objets, ces concepts que nous avons déjà définis ici. Je pense que nous avons déjà parlé qu'il s'agit toujours du C++, le langage de programmation C++ sera le langage cible pour le cours de la programmation orientée objet, au moins dans les premiers types, et par conséquent, on a besoin de présenter des exemples ou des concrétisations avec ce langage-là, qui est le langage C++. Maintenant, pour faire ceci, le troisième point dans les éléments de base, c'est ce que nous avons déjà parlé de concept DDU, qui est la déclaration
ensuite la définition et enfin l'usage. Je répète, on a déjà examiné ça dans la dernière séance du cours. Donc, ça veut dire quoi? Que un programme orienté objet, un programme, ici ce n'est pas programmation, un programme orienté objet, c'est quoi? C'est un ensemble d'objets. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas comme ce que vous avez déjà vu dans l'algorithmique de la première année et même du premier semestre de la deuxième année, mais plutôt ici, un programme c'est un ensemble d'objets. Je pense que j'ai déjà mentionné le concept de société d'objets, mujtama' min al-ashya'. Ça veut dire quoi? Qu'un programme, ce n'est pas une suite d'instructions, mais plutôt c'est quoi? C'est une collection comme ça. Objet 1, objet 2, objet 3 et objet 4 et ainsi de suite. Et ces objets-là sont en train de interagir ou bien se communiquer entre eux. Nous parlons aussi la coopération, la collaboration, l'interaction entre ces objets, comme ça, pour réaliser l'objectif de notre programme, qui est dans ce cas un programme orienté objet. Une autre chose aussi, maintenant pour réaliser ceci, on a besoin de programmer. Maintenant pour la programmation, on a besoin de programmer les classes de ces objets-là. Les classes de ces objets. Ça veut dire que pour réaliser un programme orienté objet, qui est quoi? Un ensemble d'objets, on a besoin de programmer les classes de ces objets. Ok. بعد ما نبروغرامو les classes des classes objets, ou bien après qu'on programme ces classes objets, on va avoir des objets comme ça qui sont en interaction et qui vont réaliser notre objectif de programme. Maintenant, pour programmer ces classes des objets, il y a deux phases. Il y a tout d'abord la phase de déclaration, on déclare les classes, et après, on fait la définition. Lorsqu'on dit la définition, c'est l'implémentation, c'est la programmation, c'est l'aspect algorithmique de nos classes. Après qu'on a fait la déclaration, après qu'on a fait la définition, vient la fin, c'est l'usage ou bien l'utilisation. Dans le cas du langage C++, on peut avoir une distinction ou un partage dans trois fichiers de ces aspects-là. La déclaration dans un fichier, la définition dans un fichier et l'usage dans un autre fichier. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir ces trois aspects de la programmation dans le même fichier. Ce n'est pas un problème. Dans ce cas, ça veut dire que tout d'abord, on doit commencer la déclaration. Lorsqu'on dit ici la déclaration, c'est la déclaration des classes. Déclarer les classes. Lorsqu'on dit la définition, c'est la réalisation concrète, c'est l'aspect algorithmique de ces classes-là. Et enfin, l'usage, c'est comment utiliser ces classes pour créer des objets qui vont représenter vraiment le programme interne, le programme orienté objet.